Nous, chômeurs, intermittents, précaires, décidons d'occuper cette maison nationale du peuple, de la culture et de la parole. Nous n'empêcherons pas les spectacles, ni l'accueil du public. Par cette occupation, alors que de nouvelles négociations sur l'assurance chômage prévoient encore des économies sur le dos des plus fragiles, nous interpellons le gouvernement. Précarisés dans nos existences, asphyxiés dans l'exercice de nos métiers, nous ne voulons plus vivre pour survivre. Halte au mensonge, les chômeurs ne sont pas responsables ni du chômage, ni de la crise financière du vieux système capitaliste. La dette n'existe pas. La fraude, c'est celle de l'évasion fiscale, pas celle des chômeurs, qui devraient être tous indemnisés à la hauteur de la précarité que l'économie du désastre leur impose. Inscrits dans le mouvement social contre la loi El Khomri, nous n'avons pas besoin de loi contre ceux et celles qui travaillent, mais de droits plus justes pour toutes et tous. L'UNEDIC n'est pas déficitaire. Le MEDEF n'a aucune légitimité à siéger à l'UNEDIC. Le MEDEF n'a aucune légitimité à diriger et cadrer les négociations sur l'assurance chômage. Il n'y a plus de politique culturelle digne de ce nom en France. Les annexes 8 et 10, régime spécifique d'assurance chômage de l'intermittence, ne sont pas sauvées. Les tables de concertation, les annonces de dégel, de prise en charge, de différé, ne sont que des plans de communication de la dernière chance, sans envergure et sans pensée. Aussi, nous demandons l'application de nos propositions expertisées, chiffrées, reconnues justes et équitables, dès demain, 13 avril, journée de négociation sur l'assurance chômage. Nous demandons la séparation du MEDEF et de l'État. Nous demandons la mise en place d'une politique culturelle qui entende donner la place aux poètes, créateurs, chercheurs, ouvriers du langage et au peuple qui debout est l'horizon. Nous appelons toutes et tous à occuper les lieux nationaux de l'art et de la culture, à se rassembler dans ces maisons qui sont les nôtres pour y faire entendre notre voix, d'autres possibles, et obtenir ce que de droit. Réjouissons-nous, de l'argent il y en a au Panama. Coordination des intermittents et précaires de Languedoc-Roussillon. Non, je trouve que c'est bien.
C'est bien d'essayer de replacer où sont les preneurs d'otages par les temps qui courent, parce qu'en été, cet été, ils vont encore nous dire qu'on les prend en otage. Donc là, on les avertit, cet été, si ça continue comme ça, on va devoir encore recommencer. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt bien. Et puis, c'est des maisons qui ont besoin de nous, encore. Voilà. Je vais boire ma bière. Non, c'est justifié parce qu'on est dans un lieu de culture, un lieu de théâtre, donc à partir de ce moment-là, non, c'est intéressant. Ça n'a pas duré longtemps, ce n'est pas une prise d'otage, donc non, il n'y a pas de... Non, parfaitement justifié, pas de souci. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui se passe et ce qui se fait dans la rue. Voilà. Après, dans le monde du travail, il y a certainement des choses à réformer, mais pas de cette manière-là, voilà, tout simplement. J'aimerais le communiquer à la presse. J'ai ressorti le fichier de 14-18. Là, on attend que tout le monde reprenne un peu ses esprits et on va se mettre en AG avec le public qui va rester et le personnel et la direction, je sais pas, les autorités, il y a la DRAC qui est là. On va se mettre en AG pour décider comment on s'organise pour l'occupation, pour ce soir, cette nuit et puis les jours prochains, qu'est-ce qu'on fait Nous, on pensait être une force d'occupation, mais aussi de proposition, de profiter d'avoir un endroit pour travailler, quoi, pour faire des propositions, des rencontres, des constats, des choses comme ça. Se retrouver, quoi. Alors l'intervention, moi je trouve ça bien. Personnellement, alors je peux donner un message personnel. Moi, j'ai un fils qui est universitaire, mais qui n'a pas de poste, qui en ce moment, depuis octobre, enseigne à plein temps à Paris 8 et fait de la recherche. Et il n'a aucun contrat, il est payé, il est payé par le chômage. Et le complément, c'est sa mère, c'est-à-dire c'est moi qui le donne. Donc il anime un rassemblement de précaires à Paris et je trouve qu'il a complètement raison parce que moi aussi j'étais universitaire et l'État, là dans ce cas-là, c'est l'État qui est complètement hors la loi. Il emploie des gens qui ne payent pas. Bon, il y a plein d'autres cas, hein. Moi je cite juste celui-là qui est le mien, enfin qui est celui que je... Donc je suis complètement d'accord avec eux, je trouve ça bien. En plus, ils sont venus à la fin du spectacle, ça veut dire qu'ils ne nous ont pas du tout empêché de le voir. Je trouve ça très bien, je trouve ça bien qu'ils restent ici. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à changer. Et la précarité envahit tout. Bon, moi j'ai de la chance, je suis retraitée et j'étais dans les 30 glorieuses, mais aujourd'hui la précarité est absolument insupportable. Voilà. Je pense que c'est faux. Ah non, pour moi ça justifie totalement, il faudrait qu'on en parle plus. J'ai beau être jeune, plus tard ce sera moi qui pourrais être à leur place et faudrait que plus de monde se mobilise pour faire entendre à l'État ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était un peu en rapport avec la pièce, c'est-à-dire qu'on parlait de thèmes un peu qui ont tendance à fâcher et dont il faut parler. Et du coup, voilà, en fait, je croyais presque que ça faisait partie de la pièce qu'on venait de voir. Et je trouve ça bien parce que le théâtre, c'est un moyen d'expression. Donc, si des gens ont envie de venir défendre des causes ou quoi, c'est le lieu pour, en fait. J'ai deux frères qui sont intermittents du spectacle. Il y en a un qui ont fait donc leur carrière, entre guillemets, de musiciens. Il y en a un qui est à la retraite aujourd'hui et il y a un autre qui continue à travailler et être intermittent. Bon, ils en sortent, ils ont tous les deux des familles, évidemment des femmes qui travaillent, des familles, des enfants. Et je vois combien ils travaillent. Hein. Alors moi j'ai une carrière classique de salarié, plutôt cadre dans l'informatique. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai une bonne retraite aujourd'hui. Eux, c'est énorme le travail qu'ils font. Et donc, mon expérience, c'est que les intervenants du spectacle ne sont pas des gens qui vivent de la comment. J'arrive pas à trouver les termes qui sont assistés. Ce ne sont pas des gens assistés, ce sont des gens qui bossent, qui aiment ce qu'ils font. Et je trouve que la création française, s'il y a un peu de création dans le théâtre, dans les arts vivants, hein, parce que par contre, les plasticiens, eux, ils n'ont rien.
mais au moins dans les dans les arts vivants, si on peut les aider, on peut aider à qu'on ait une certaine, encore une vie culturelle en France, c'est bien grâce à eux. C'est un endroit emblématique quand même. C'est l'endroit permanent de Montpellier, peut-être le plus important, en termes de spectacle vivant, Centre dramatique national, le théâtre de Grammont, un théâtre un peu à part. Et donc, voilà, on lui souhaite longue vie à ce théâtre. Et c'est important d'occuper nos maisons. Et c'est pour tous. C'est aussi pour les artistes de la région, les techniciens. C'est tout le monde qui est concerné par ce lieu-là, comme tous les autres. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'avec la FESAC, grâce à la CGT, qui nous a fait un topo de la négociation en cours, que la FESAC, au nom de nos employeurs, proposait entre 550 heures et 600 heures pour les techniciens dorénavant. Merci nos employeurs. Enfin, certains en tout cas. Oui, pas tous. Donc il y a de quoi s'énerver aussi de ça. Et si on n'est même pas défendu par les entreprises et les syndicats qui sont censés représenter nos patrons ou nos structures, ça va loin. Le MEDEF fait des petits. Il faudra peut-être augmenter les heures des techniciens et des salariés administratifs. À côté de ça, ils ont Jackpot avec le travail gratuit des artistes où ils vont pouvoir décider eux-mêmes si tel ou tel artiste on le paye ou on ne le paye pas. C'est Jackpot, on a notre petit MEDEF à nous aussi. Voilà. Et en plus du cadrage budgétaire, youpi! Plus les baisses de financement qui commencent à dégrader nos outils dans leur mission de façon effroyable. Là, on vient d'apprendre, tiens, une news, il y a un festival en Poitou-Charentes qui vient d'être annulé. J'ai plus le nom en tête, mais je vais le donner. Donc, c'est 250 représentations qui tombent pendant ce festival. Donc, autant d'heures de travail pour les artistes et pour les techniciens qui vont tomber aussi. Donc ça tombe comme des mouches, les financements ne suivent plus, il n'y a plus de politique culturelle, nos outils se dégradent, nos missions de service public sont jetées à bas et nous derrière on va crever. Voilà. C'est-à-dire que l'assurance chômage, elle est financée par les cotisations que nous payons tous sur nos salaires. Ces cotisations nous appartiennent, elles sont notre salaire. Ce n'est pas l'argent du MEDEF ou des entrepreneurs. Donc le MEDEF n'a pas à siéger à l'UNEDIC. Et ça, c'est une revendication légitime. Et nous devrions, nous, avec nos représentants, négocier seuls, sans les représentants du patronat, FESAC compris. Nous devrions négocier seuls l'assurance chômage et la redistribution entre tous les chômeurs de cette assurance chômage, soit intermittent du régime général ou d'un autre régime. C'est quelque chose d'important qu'on a complètement oublié parce que depuis des années on nous parle de charges sociales, etc. Mais c'est inclus dans notre salaire, c'est payé par les entreprises parce qu'ils le doivent au nom du travail qu'on a effectué. C'est pas un impôt qu'ils payent. Donc ça, c'est vraiment notre travail qui donne ces cotisations. Il faut enregistrer cette chose. À l'origine du CNR, le CNR, quand il a institué la sécurité sociale, malheureusement, l'assurance chômage n'a pas été inclus dans la sécurité sociale. Mais pour autant, les caisses sociales, parce que ce sont bien des caisses sociales, elles appartiennent aux salariés, c'est les cotisations qui appartiennent aux salariés. C'est le fondement de notre société, c'est-à-dire que je suis au chômage, j'ai de quoi vivre, je suis malade, j'ai de quoi vivre, je suis vieux, j'ai de quoi vivre, j'ai des enfants, j'ai de quoi vivre, etc. Donc je ne refais pas le plan. Mais à l'origine, les caisses sociales étaient gérées sur élection par les organisations syndicales élues à tel ou tel pourcentage, etc. Pour mémoire, tant que la sécurité sociale a été gérée
par les organisations, par l'organisation sociale élue, bon je vais mettre ma casquette rouge, c'était la CGT, la Sécu n'était jamais en déficit. Dès l'instant où on a enlevé, parce que ça gênait que ce soit les salariés, que ce soit la CGT ou pas d'ailleurs, peu importe, mais n'empêche que le fait que ce soit les salariés qui gèrent eux-mêmes leur salaire socialisé, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, ça a gêné le patronat. Donc à partir de là, c'est devenu paritaire. Donc, et c'est là que la goulache a commencé et qu'on a commencé à parler de déficit. On a saucissonné les caisses. Au départ, la Sécu, il y avait l'assurance maladie, il y avait l'assurance vieillesse, les caisses d'assurance familiale. Tout ça était un grand tout. Donc même s'il y avait une partie qui était un peu en moins, les autres le rattrapaient et c'était en plus. Il n'y avait pas de déficit. Mais c'est comme à l'UNEDIC. À l'UNEDIC, il n'y a pas de déficit. On saucissonne en disant, le MEDEF dit, je veux savoir combien les cotisations des intermittents rapportent et combien ils nous coûtent. Faux. Moi, je suis permanente, je suis en CDI. Je verse les cotisations sociales, je les génère pour l'UNEDIC, pour la Sécu. Elles sont où, celles-là? Elles bénéficient à qui? Elles bénéficient à ceux qui en ont besoin. C'est ça la sécurité sociale et le système. Donc il y aurait, laisse-moi finir. Donc la mutualisation, elle comprend ça. Et la légitimité, c'est que les caisses sociales, elles appartiennent aux salariés. Elles relèvent des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, c'est à nous, c'est pas à eux. Le paritarisme, c'est un plan capitaliste. C'est le pouvoir au patronat. Moi, je suis d'accord qu'on exclut les Je veux juste savoir si c'est possible. C'est possible. Je continue la réponse. Avant 1958, les patrons ne siégeaient pas. Ouais. D'accord? Avant 48. Avant 58. Ils se sont intégrés et aujourd'hui, ils balancent une communication, c'est les mêmes qui tiennent les médias, sur le fameux déficit de l'UNEDIC, sur le déficit de l'assurance chômage des intermittents et tout. Et c'est des jonglages de prestidigitateurs pour faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Si, quand il y a eu les tables de concertation et que nos propositions ont été chiffrées, les experts réunis, qu'ils soient indépendants ou de l'UNEDIC, ont été obligés de reconnaître que nos propositions étaient au moins aussi économiques que celles en application. Ça, c'est concret, c'est une statistique, c'est des données brutes. Et mieux voilà. disant, social. Et évidemment, elles sont adaptées à nos pratiques d'emploi, mais ça, tout le monde le sait, j'espère. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ça, le MEDEF et les entreprises qu'il représente se gaufrent sur nos cotisations sociales en plus. C'est-à-dire que sur nos cotisations, au lieu de payer l'assurance chômage et un certain nombre de permanents qui la gèrent, eh bien il y a des formations ou des stages de je sais pas quoi qu'on est obligé de suivre en tant que chômeur, qui sont organisés par des grandes entreprises issues du MEDEF et qui obtiennent des financements pour réaliser ces stages. Ça aussi, c'est actuellement l'UNEDIC. C'est pour ça qu'il faut exclure le MEDEF de l'UNEDIC. C'est le gouvernement. Oui. Excusez-moi, est-ce que si je fais un compte rendu, est-ce que je note les noms des personnes qui parlent? Donc il faut que les personnes disent leur nom parce que je ne connais pas tout le monde, je suis désolée.